Bienvenue à Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Hassan Diop de Radio France Internationale, Vincent Lejeux de l'Express et Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Au sommaire, la RDC, suite du feuilleton relatif à la tenue de l'élection présidentielle, reportée d'1 an fin décembre 2016, après la médiation conduite par la conférence épiscopale. Selon le président de la CENI, Corneille Nangaa, le scrutin devrait désormais se tenir fin 2019. Période correspondant à la fin du processus d'enrôlement des électeurs dans la province du Kasaï. Dans les rangs de l'opposition, l'heure est à la consternation. Le Togo, où la crise entre le pouvoir et l'opposition s'enlise, au lendemain de la récente arrestation de l'imam de Sokodé, proche du leader Tipi Achadam, les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont fait 4 morts et de nombreux blessés. En RDC, la récente déclaration du président de la CENI au sujet de la date de l'élection présidentielle a provoqué une onde de choc après la fin de l'enrôlement des électeurs dans le Kasaï. Un délai de 504 jours est nécessaire pour organiser ce scrutin. Hassan Diop, Joseph Kabila voit donc son mandat se prolonger jusqu'en fin 2019. Oui, 3 ans de mandat gratis, si l'on ose dire. 3 ans qui illustrent le fait que les Congolais ont été une fois de plus floués. On est passé de promesse en promesse. On a signé un accord à la fin de l'année dernière, baptisé Accord de la Saint-Sylvestre, et cet accord qui a été signé par les partisans de M. Kabila et l'ensemble des acteurs politiques et de leurs représentants dans le pays, la société civile, accord arbitré par l'Église, a été foulé du pied par Joseph Kabila, ses partisans et aujourd'hui ses alliés dans ces pléthoriques instances, soi-disant, de la transition, qui, aux yeux de tous, apparaît véritablement comme des lieux de sinécure pour des dirigeants politiques congolais, malheureusement de tous bords pour la plupart, qui, au fond, ne se soucient que de leur propre sort, parce que je vois très mal véritablement ce que ces messieurs des instances de la transition vont gérer. Ils vont juste gérer ce que M. Kabila voudra bien qu'il gère, parce qu'aujourd'hui, le jeu, la gestion politique, l'avenir, je dirais même, de la RDC repose entre les mains de Joseph Kabila, d'autant plus que la communauté internationale reste complètement pas muette, mais ambiguë. L'ONU est ambiguë. Son représentant à Kinshasa est ambigu, a toujours été ambigu. On ne sait pas exactement ce qu'il dénonce, ce qu'il ne dénonce pas. Il parle de ceux qui ne veulent pas prendre le train en route, qui vont être laissés à bord, etc. Franchement, c'est du foutage de gueule. Et c'est exactement la même chose que de voir un pays comme la RDC rejoindre le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à la suite d'un vote de l'Assemblée générale de l'ONU. Sans commentaire. Vincent Lejeux, dans cette guerre d'usure, la coalition de l'opposition peut-elle tenir ? À mon sens, non, parce que comme traditionnellement dans ce type d'épreuve de force, il y aura toujours une tendance qui sera encline à négocier pour préserver l'essentiel. L'essentiel peut-il être préservé? On en doute. Et une tendance qui, elle, sera plutôt vers la radicalité, avec des personnages dont il ne faut pas oublier l'existence, sinon la présence sur le sol congolais, c'est-à-dire Moïse Katumbi, par exemple, voire quelqu'un comme le professeur Denis Mukwege, dont l'engagement paraît aujourd'hui chaque jour plus patent. Si les enjeux n'étaient pas aussi brûlants, il y aurait matière à ironie. 504 jours, pourquoi pas 503 ou 505? Est-ce un hommage à une berline fameuse au sud du Sahara? Par ailleurs, très franchement, c'est un jeu de dupes. C'est-à-dire que tout ça, ça occupe les médias, les chancelleries, les diplomates. L'essence de l'enjeu dont je parlais à l'instant, il n'est pas là. Il est tout simplement qu'on a un homme qui détient le pouvoir et qui fera tout ce qui est possible, quel qu'en soit le coût humain, politique, social, pour se maintenir. Il n'est que de regarder qui détient la réalité des leviers du pouvoir aujourd'hui. Et on s'aperçoit, et on dira la même chose tout à l'heure sans doute du Togo, que ce sont des sécurocrates, que d'une certaine manière d'ailleurs, Joseph Kabila est bien moins présent dans les conseils des ministres. Il paraît qu'il ignore même le nom
de certains des secrétaires d'État de son propre gouvernement que dans les cénacles militaires. Car au fond, ça reste fondamentalement un chef de guerre. Et donc il transfère sa stratégie guerrière sur l'échiquier politique navrant que Hassan décrivait à l'instant. Louis Magloire Kemayou, la situation dans le Kasaï est-elle un alibi politique dont s'est servi Joseph Kabila aujourd'hui? C'est surtout un fait. C'est difficile dans cette zone-là. Mais il n'y a pas que cette zone. De mon point de vue, la RDC est un pays d'une tragédie sans fin. Quand on a lu la tragédie du roi Christophe, on la transpose là, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que depuis le roi des Belges, qui a été le propriétaire de ce pays avant d'en faire une colonie pour la Belgique, on est parti de tragédie en tragédie. On a l'impression que c'est une roue sans fin qui tourne et qui continuera de tourner au détriment des Congolais. Ceux qui ont jusqu'à présent tiré leur épingle du jeu, ce sont les maîtres du jeu, c'est pas la population. On a parlé d'année zéro avec l'élection de Kabila, mais on est là revenu dans la logique qui préside à l'histoire de ce pays qui reste très tragique malheureusement. En 2006, Hassan Diop, lors du premier scrutin pluraliste, il avait fallu juste 16 mois. Oui, mais enfin, et même moins. Puis c'était des élections pipeaux. Enfin, je veux dire, il ne faut pas. Je crois qu'il faut vraiment être sérieux. On ne peut plus aujourd'hui parler de la RDC, parler de la situation politique en RDC, parler de la manière dont M. Kabila s'y prend pour se maintenir au pouvoir, parler de toute cette caricature, hélas, bien trop tragique, parce que des centaines de milliers de personnes y ont laissé leur vie au cours de ces dernières années, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une grande partie du pays est en guerre permanente, l'Est du pays, ensuite ça s'est prolongé au Kasaï, demain on nous trouvera... Et la situation dans l'Est n'avait pas empêché les élections Exactement. de 2006 ni celle de 2011. Demain on va nous trouver une autre raison pour nous dire que, écoutez, on siffle la fin de la récréation, on réforme la Constitution et on débouche sur la possibilité de M. Joseph Kabila de remettre les compteurs à zéro et de se présenter comme candidat. Mais voilà. Vincent Hugeux, dans un pays où le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont illégitimes depuis un an, que valent les décisions? Tous les pouvoirs. C'est bien ce que je dis. C'est irrationnel. On est dans une sorte d'état de suspension. On est dans un no man's land politique. Et pour que la mascarade soit complète, Hassan y faisait allusion tout à l'heure, il y a quand même ce moment incroyable de l'irruption pour 3 ans, à compter de janvier prochain, de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Alors, on parlait de messages contradictoires et ambigus, mais enfin, d'un côté, l'ONU diffuse un rapport accablant pour le pouvoir en place sur l'impunité, la confiscation, le désastre humanitaire, etc. Et dans le même élan, si j'ose dire, on fait venir... Niki Haley, elle est attendue à la fin de ce mois. Mais pourquoi pas Marc Dutroux à la protection de l'enfance? Alors, enfin, il y a quelque chose de dérisoire même, qui discrédite une fois de plus, c'est pas la première fois, ce fameux Conseil des droits de l'homme de Genève. Hein. Mais, Hassan Diop, si vous le permettez, Louis, mais je dis, le voyage de Niki Haley en RDC, peut-être l'objectif est d'aller constater sur place et de vue l'argent dépensé par les Nations Unies en vain, soi-disant, pour ramener la paix, la démocratie en RDC. Ça fait plus de 20 ans que la communauté internationale, est au chevet de ce pays. Moi, payons une mission de la paix de l'ONU des milliards par an et qui n'aboutissent à rien si ce n'est à une caricature de pouvoir autocratique. Alors je vous propose à présent le reportage de Simon Rodier. La position de la CENI semble confortée par celle du Parlement congolais. Illisible ou pas? C'est une autre façon de se rebeller, différente de celle de la rue, mais elle aussi fait du bruit. Les députés de l'opposition sortent avec fracas de la plénière à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas vous faire manipuler comme ça. Pour eux, au perchoir, le président de cette Assemblée bloque l'examen de différentes motions de défiance à l'encontre de ministres du gouvernement. Bien sûr, Aubin Minakou s'en défend. Et mon rôle, ce n'est pas d'épouser un point de vue. C'est de présenter les dossiers à la plénière tranche. C'est la démocratie. Reste que les ministres responsables du dossier des violences au Kasaï et de celui des évasions massives des prisons congolaises ces derniers mois ne sont pas confrontés, comme l'opposition l'exige. Ce député critique le pouvoir qui veut, selon lui, les écarter de tout débat. La majorité a une stratégie, a des lois à imposer à la nation pour que Kabila reste au pouvoir, pour qu'il continue à gérer le pays en dehors des textes comme ils veulent et à détruire le pays. Donc il faut faire tout pour écarter le plus possible de députés de l'opposition de manière qu'ils soient
vraiment de plus en plus minoritaire. Mais pour la majorité, choquée par ce comportement, c'est une stratégie, celle de l'insurrection, qui est mise en place. Le contrôle parlementaire visant à chasser un membre du gouvernement, à destituer un Premier ministre, ne font pas avancer le pays. Les députés de l'opposition ont déposé une pétition contre le président de l'Assemblée nationale, notamment pour violation de la Constitution. Ils réclament son départ, ou au moins le respect de leurs droits, condition à leur reprise des travaux. Lumagar Komayou, autre débat, celui qui oppose la majorité et l'opposition sur l'interprétation de ce fameux article 64. Non, mais on est là, on est hors sol avec cette querelle politicienne entre la majorité et l'opposition. Et c'est comme si finalement, on était dans un rapport de force où le combat n'est pas celui de servir le peuple, mais celui de montrer à quel point la relation est très ténue entre l'opposition et le pouvoir. Parce que les échanges, dans un camp comme dans l'autre, se font assez régulièrement. C'est un système de vase communicant. Pendant un certain moment, on est dans l'opposition, puis après, on passe à la majorité. Et dans tout cela, c'est le peuple qui continue de trinquer, malheureusement. Nous sommes là dans un pays, pour rappeler la tragédie, où il y a quand même un secrétaire général de l'ONU qui est mort. Nous sommes dans un pays où des agents de l'ONU sont morts. On est dans un pays où les guerres, depuis que Mobutu est parti, où les guerres... 97. En 97, où les guerres ont fait de nombreux morts, aussi bien à l'Est que dans d'autres parties du pays. Mais c'est comme si tout allait bien, il n'y a pas de problème, circuler, on veut juste une élection et on veut le départ de Kabila. Je pense que là, il faut que les politiciens congolais se ressaisissent parce que, mine de rien, le mandat qu'ils demandent, c'est le peuple qui le leur donne. La société civile joue son rôle, mais ce n'est pas assez. Les professionnels de la politique, ce sont les politiciens. Vincent Joe, un dernier mot, c'est donc toute la classe politique congolaise qui a failli. Hélas, oui. Le constat est là. Et d'une certaine manière, pour danser le tango, si funeste soit-il, il faut être deux. Hélas, ils sont deux. Au Togo, 2 mois après le début des manifestations de l'opposition réclamant le départ de Faure Gnassingbé, la tension reste vive à Lomé et à Sokodé, fief de Tikpi Achadam, le leader du PNP. Le reportage de Laure de Matos. C'est d'ici, du quartier de Baie, fief historique de l'opposition dans la capitale, que devait partir la manifestation. Malgré son interdiction, des hommes et quelques femmes sont dans la rue. La police aussi, et en force. Ils ont des armes, ils ont des gaz lacrymogènes. Nous, on n'a que des pierres pour les faire fuir. Les manifestants racontent aussi que des hommes cagoulés, qu'ils appellent les miliciens, circulent en pick-up et sèment la terreur dans le quartier. Des jeunes dressent des barricades pour couper la route à tout véhicule. Les forces de l'ordre déblaient, mollement, ou délèguent la corvée. Mais les manifestants recommencent. Malgré la violence qui s'abat sur eux, hors de question d'abandonner la rue. Nous manifestons aujourd'hui pour démontrer notre colère. Nous disons que 50 ans au pouvoir, d'une seule famille, d'un seul régime, ça suffit. C'est le peuple qui décide. Nous, on décide. On décide que Faure n'a qu'à quitter le pouvoir. Le mandat qu'il a fait, ça suffit comme ça. On n'est rien à foutre avec lui. L'opposition organise des marches régulières depuis plus de 2 mois contre le pouvoir. Elle continue et maintient son appel pour tous les jours suivants, malgré les interdictions. Dans la ville de Sokodé, plus au nord, bastion du parti de l'opposition, le PNP, de mêmes violences ont eu lieu. Des témoins décrivent des expéditions punitives pour décourager tous ceux qui auraient été tentés de manifester. Assane Diop, 2 mois que dure cette crise entre le pouvoir et l'opposition, dont le nouveau leader est Tikpi Achadam. Quelle sortie de crise, alors que la médiatrice mandatée par la francophonie, Madame Aïcha Mindaoudou, a été récusée? Oui, Aïcha Mindaoudou, ancienne ministre des Affaires étrangères du Niger et représentante de l'ONU en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Oui, on lui a fermé la porte, on lui a dit rentrez chez vous, il n'y a rien à voir, nous sommes un pays souverain, donc nous avons affaire à des manifestations qui menacent la sécurité publique, qui sont considérées non pas comme des contestataires politiques, mais plutôt comme des
souvent comme étant des délits de droit commun, mettant en danger les biens et les personnes. Enfin bref, donc là aussi, je pense que le pouvoir joue la cécité, c'est-à-dire ne veut pas regarder la vérité en face. La vérité, c'est quoi ? On l'a entendu de la bouche de ces manifestants qui ont été interviewés. D'un côté, il y a de plus en plus de personnes qui descendent dans la rue à l'appel de l'opposition pour protester contre le pouvoir et en la personne de Faure Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis 2005, dont les conditions d'arriver au pouvoir, c'était soit ça, soit un coup d'État militaire, donc soit un pouvoir civil imposé, soit un pouvoir militaire. Donc il s'était engagé lui-même à apaiser, à réconcilier le pays. Apparemment, ces promesses n'ont pas été tenues. Et apparemment, bon nombre de Togolais, en tout cas parmi ceux qui manifestent, estiment que son pouvoir, finalement, dès le départ, a été vicié, est un pouvoir vicié, est un pouvoir qui n'est pas légitime, pour utiliser leurs mots, est un pouvoir qui, dans leur tête, et la poursuite d'un pouvoir qui était déjà en place à travers le père de l'actuel président togolais, donc en place depuis plus de 40 ans. Autrement dit, 50 ans de pouvoir autour du même nom, à leurs yeux, doit s'arrêter. Et ensuite, qu'on rétablisse cette règle de base qui permet d'oxygéner la direction politique du pays tous les 2 mandats, c'est-à-dire la règle qui avait été adoptée en 1992 par la Constitution, c'est-à-dire la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, mais règle qui a été passée aux oubliettes. Ouais, l'application, le retour à la Constitution de 1992, Vincent. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est qu'entre l'immense ex-Zaïre et le petit Togo, il y a des points communs. J'évoquais tout à l'heure l'emprise des sécurocrates. Les nominations filiales égales. Succession filiale également. Bien sûr. Les nominations récentes aux postes clés de l'appareil sécuritaire referment le cercle étroit des cabillets de Kara, grosso modo, à quelques exceptions près. Deuxième point commun, des accords laborieusement négociés, signés et foulés aux pieds depuis lors. C'est le cas dans les 2 pays. Et puis troisième point commun, l'anachronisme politique. C'est ça qui est le plus frappant. C'est que on peut certes garder le pouvoir, mais le prix humain et politique devient prohibitif. On l'a vu avec le Burkina Faso. Parce que ce que Faure Gnassingbé, à l'évidence, ne comprend pas dans sa petite tour d'ivoire, c'est que le monde a changé autour de lui. Regardez l'environnement. Vous avez une alternance démocratique au Bénin. D'ailleurs, Patrice Talon, au passage, il y a des médiateurs qu'on accepte, d'autres pas. Lui est en train d'actionner une médiation discrète avec Lomé. Bien. Vous avez eu Yaya Jammeh, en Gambie, qui a été poussé dehors. Vous avez eu au Burkina Faso, que j'évoquais à l'instant, une tentative de coup d'État vintage qui a été tuée dans l'œuf par la rue. Donc le monde a changé. Deuxième changement, et je termine là-dessus, c'est que l'opposition togolaise, qui n'a pas toujours brillé par son intégrité ni par sa fermeté d'âme, elle voit débouler aujourd'hui un nouvel acteur, Tikpi Hatchadam, qui ne s'inscrit pas dans ces codes et qui surtout, ce qui est le plus important, ne se laisse pas enfermer dans les codes identitaires habituels. Et ça, encore une fois, le réveil risque d'être extrêmement brutal pour Faure Gnassingbé et sa clique. À propos de Tikpi Hatchadam, lui Magloire Kemayou, il en appelle au président Macron. Que peut faire la France ? C'est terrible. C'est terrible. Voilà. Non, mais là, on va aux sources de la France-Afrique à nouveau. Non, c'est dommage. Parce qu'il a surpris. Il y a eu un vrai effet de surprise parce que depuis 2005, on a vu que l'opposition, d'abord avec Olympio, ensuite aujourd'hui avec Fabre, avait une manière de dialoguer avec le pouvoir qui les mettait en position d'infériorité. Lui, il est venu, il a cassé tous les codes. C'est ce qui a déjà changé la donne. Il a décidé qu'il ira sur la Nationale 1, il a décidé qu'il fera ses meetings comme il l'entend, sans demander des autorisations. Mais la médiation, il attend également de la France, donc il refait un peu le jeu ridicule. des autres. Et après, qu'est-ce qu'il dira si jamais on lui dit que le pays est souverain et qu'il n'a pas forcément besoin d'un observateur étranger pour lui dicter sa conduite? Voilà. Et puis, Hassan Diop. Et puis bon, quand on parle de médiateur, parce que c'est vrai que le dossier togolais a été débattu pas plus tard que le week-end dernier à Bamako, lors d'un sommet ministériel consacré à la sécurité au Sahel, une fois de plus, sommet de plus. En tous les cas, ils sont penchés, semble-t-il, sur la crise togolaise, voir comment y remédier, donc voir une médiation, etc. Il y a même le nom d'un ancien dirigeant politique béninois, Tebodjré, pour ne pas le citer. Son nom est avancé avec son âge vénérable, mais paraît-il, il est très proche de Dieu. Donc, des consciences. Toujours est-il que, moi, je pense que cette crise
togolaise démontre en tout cas que, quelque part, le pouvoir a perdu un peu la main. Et que l'irruption sur la scène politique de cet opposant Tikpi Atchadam, avec un parti politique qui rappelle ces fameux partis créés par les pères du panafricanisme, parti national certes, mais on s'inscrit dans une dynamique panafricaniste, etc., tout en affirmant notre spécificité. Cette approche aussi, contrairement à ce qui pourrait laisser apparaître, est une approche très réfléchie et qui peut marcher. Mais il surfe également sur la religion. Il surfe sur la religion, voilà. Moyennant quoi, tout de suite, le pouvoir le traite de terroriste islamiste. Ce qui est, à mon avis, aussi une preuve que peut-être que le pouvoir, effectivement, commence à perdre la main. Mais l'erreur de M. Tikpi, il en faut bien, hein, c'est humain, M. Tikpi est humain, c'est quoi? Quelle signification une médiation de M. Macron? En quoi M. Macron est-il le mieux placé aujourd'hui pour régler un problème togolais? Quand bien même le régime, effectivement, du président Eyadema, Chirac s'en est jamais caché, a pu perdurer par le soutien de Paris, notamment de Jacques Chirac, qui disait qu'il soutenait Eyadema parce que Eyadema a payé le prix du sang en combattant sous le drapeau français dans des guerres coloniales. Mais ce qui tente à démontrer d'ailleurs que l'archaïsme n'est pas l'apanage des pouvoirs en place. Car le réflexe de Tikpi Atchadam est un réflexe archaïque. Absolument. Cela posé, moi ce qui m'intéresse aussi... du panafricanisme. D'ailleurs, au passage, Parti national panafricain, c'est beau comme un oxymore. Oui, d'accord. National et panafricain, bien. Bon, cela posé... Mais qu'il y a des assises historiques. Bien sûr. Cela posé, ce qui est intéressant, c'est de voir la nervosité, à la fois au sein du pouvoir, avec cette tentative de discréditer, mais des termes par des cadres du parti au pouvoir ont été employés, tels que djihadistes, tels que mercenaires stipendiés par des forces fascistes. Je cite là des propos qui ont été tenus. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même dans un contexte particulier. C'est que normalement, Lomé devait accueillir un sommet pour les relations entre Israël et l'Afrique. Et que quelque part, il est aussi imputé à M. Tikpi cette volonté de faire capoter le sommet. Il a été reporté d'ailleurs. Et c'est pour ça que cette mayonnaise l'apprend, que ce type de discours a un terreau favorable. On ne peut pas reprocher aux politiciens d'être stratèges. Et autre facteur, indépendamment de celui-là, c'est qu'au fond, on sent aussi une forme de fébrilité du côté de l'opposition de Sa Majesté, enfin de l'opposition traditionnelle. On voit bien que, par exemple, autour de Jean-Pierre Fabre, on essaye de reprendre la main en remettant sur les rails une ébauche de dialogue, dont on sait au passage qu'elle est vouée à l'échec, elle aussi. Avant de refermer ce magazine, nous allons parler de votre dernier ouvrage, Vincent Lejeune, qui a pour titre Kadhafi, paru aux éditions Perrin Biographe. Une biographie très documentée du guide libyen, mort un 20 octobre 2011, il y a juste 6 ans, dans les environs de Sirte. Et 6 ans après la disparition du guide, on est loin de la sortie de crise quand même. Hein. Ah bah, c'est rien de le dire. D'ailleurs, il y a une sorte de nostalgie paradoxale qui affleure dans la Libye d'aujourd'hui, tant le chaos dans lequel ce pays a plongé donne une forme d'image à la fois de perplexité, de désarroi. Alors aujourd'hui, vous avez quand même des pouvoirs rivaux. Et alors, ce qui est quand même singulier, mais ça, on a vu ce phénomène dans la Roumanie de Nicolae Ceausescu ou comme dans l'Irak de Saddam Hussein. C'est-à-dire qu'il y a une tentation de révisionnisme instantané où on réévaluerait la performance politique de Kadhafi. Non, le fruit de mon travail, c'est de montrer qu'au fond, Kadhafi aura été le formidable acteur d'un formidable échec. Car il est l'incarnation en 69, donc lorsqu'il y a cette fameuse révolution quasiment indolore, qui pousse dehors un roi Idriss exténué, à bout de souffle, etc., il est l'incarnation d'un véritable espoir, l'incarnation d'une forme de sobriété, d'austérité, jusque dans son visage, taillé à la serpe, jusque dans sa tenue, d'une grande sobriété saharienne. Et on voit au fil des ans, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de placer un cahier photo au centre de l'ouvrage qui raconte, par le visage et par la tenue, l'évolution et la dérive du personnage. Il est celui qu'on appelle, même dans les chancelleries occidentales, l'espoir du monde arabe, l'héritier de Nasser. Et au fil des ans, on va avoir une fermeture sur un pouvoir personnel, autiste, narcissique, jusqu'à la grande dérive de 2011, où il est totalement incrédule. Il y a par exemple, dans cet ouvrage, le verbatim d'un échange entre le président Abdoulaye Wade, à l'époque, du Sénégal, et Kadhafi. C'est sidérant de voir à quel point Wade doit attirer l'attention de Kadhafi sur les fantasmes qu'il colporte lui-même, sur les hordes stipendiées par l'étranger, etc. Donc voilà, c'est cette histoire-là qui est assez passionnante à essayer de retracer. Et puis ce dont on se souvient également de Kadhafi, Hassan Diop, c'est ce panafricanisme poussé à l'extrême lors des dernières années de sa vie, où il se faisait appeler le roi de l'Afrique. Le roi des rois traditionnels d'Afrique. Voilà, c'était contradictoire. C'est-à-dire que Kadhafi était un féodal,
dans l'âme, en tout cas, le Kadhafi vieillissant. Le jeune Kadhafi était révolutionnaire. Le Kadhafi vieillissant était un despote protéiforme, mais qui avait versé aussi dans l'archaïsme, donc roi des rois, des Afriques, ce qui était en pleine contradiction avec l'idée de panafricanisme, bien entendu, qui était fondée sur l'idée de la République et non pas de chefferie traditionnelle. Et ce que je retiendrai, moi, c'est qu'effectivement, dans son délire, parce que c'était un délire, la manière dont il abordait ces États-Unis d'Afrique, d'un désir de vouloir redessiner l'Afrique et d'en être le roi, finalement, on aura hérité de Kadhafi un bouleversement géopolitique qui se fait ressentir actuellement au Sahel terriblement. C'est la présence très forte du djihadisme. Voilà. Autre facette du guide libyen, Louis Magloire Kemayou, c'est Kadhafi le bienfaiteur de plusieurs régimes africains. Et bienfaiteur surtout de l'Union africaine, parce que s'il n'avait pas été là au moment où on a fait la mutation entre l'Organisation de l'Unité africaine et l'UA, je pense on n'aurait pas connu l'histoire, la suite de l'histoire d'aujourd'hui, parce que beaucoup de pays ne pouvaient plus payer leurs cotisations et donc le fonctionnement était paralysé. Mais hélas, fondé sur la corruption aussi, terriblement fondé sur la corruption, donc sur l'affaiblissement, sur l'asservissement même d'un certain nombre de dirigeants africains, faut-il le souligner. Ce sera le mot de la fin, c'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Vincent Hugeux. Je rappelle votre dernier ouvrage, Kadhafi, paru aux éditions Perrin Biographe, et à Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité.